La société Ford n'a jamais suivi les modes, elle les a toujours précédées. Bien avant l'essor des muscle cars et ceux dès 1962 chez Ford, on travaille sur un projet de voiture destiné au marché des jeunes conducteurs. Et plutôt que de répondre à la demande de puissance, la voiture répond à une autre des caractéristiques de l'époque, la recherche de la perfection esthétique. En 1964, à l'exposition universelle, Ford avait un stand où la Mustang était présentée sur un plateau tournant. Cette installation servit plus tard dans un film publicitaire qui disait tout simplement « Concevez votre propre Mustang ». On pouvait alors totalement personnaliser sa voiture. L'Amérique tout entière s'enflamme alors pour la Mustang. Avec ses lignes superbes et un prix dépassant à peine les $2000 de l'époque, comment ne pas en tomber amoureux? Bien que le moteur le plus puissant l'ayant jamais équipé ait été un V8 de seulement 4 litres d'eau, on s'arrache la Mustang à raison d'1 million d'exemplaires vendus au cours de ses 2 premières années de commercialisation. Mais les muscle cars étaient de vraies bêtes féroces et la Mustang devra connaître beaucoup de mutations afin de rester compétitive. Si vous aviez un petit moteur, vous vous trouviez à un certain niveau. Mais pendant ce temps, les autres recevaient des 396 ou des 390 sous leur capot, des big blocks, et cela faisait une sacrée différence. Au sortir de 10 années fastes en course automobile, Ford regorge de moteurs à haut rendement, qui bientôt trouveront leur place sous le capot de la Mustang. Mais même avec une puissance accrue, la Mustang se devait encore de conquérir ses lettres de noblesse, non plus en tant que voiture de sport, mais en tant que muscle car à part entière. C'est ainsi qu'en 1969, Ford produit 2 Mustangs qui changèrent la donne. On les baptisa Boss. Elles sont les filles spirituelles d'une des figures incontournables des automobiles performantes de l'époque, Bunky Knudsen. Les Mustang Boss assumaient 2 rôles diamétralement opposés. La Mustang Boss 429 fut construite spécialement pour accueillir le fameux 429 de compétition. Ce moteur fut conçu par Ford pour arracher au MI 426 de Chrysler la domination que ce dernier avait établie en NASCAR. Grâce à Knudsen, c'est le modèle 69 de Mustang qui fut choisi pour cette version. Les premières tentatives afin d'adapter ce moteur à la Mustang vont à l'encontre des principes de la NASCAR. Mais au final, le modèle obtenu est un exemple de muscle car aux capacités prodigieuses. L'autre Mustang Boss, bien différente, s'avère être un modèle plus équilibré mais tout aussi puissant. La Boss 302 fut conçue tout spécialement pour les courses Trans-Am, dans le but d'éliminer les Camaro ou toute autre voiture qui oserait s'opposer à elle sur route comme sur circuit. L'objectif poursuivi avec le programme des Mustang Boss était double. Les courses Trans-Am étaient en train de gagner en popularité et Ford tenait absolument à produire un modèle qui tiendrait la dragée haute à tout le monde. Il voulait donc créer un modèle capable de gagner sur tous les tableaux en course et, en même temps, capable de séduire le public lors des salons automobiles. Faisant d'une pierre 3 coups, la Boss se distinguait donc dans les épreuves phares en NASCAR, dérobait la victoire de la Trans-Am à Chevrolet et transformait ainsi l'image de marque de la Mustang, faisant d'une jolie petite voiture une véritable dévoreuse de bitume. Et pour transformer l'essai, Ford fit plus que simplement gonfler le moteur. Il développa un tout nouveau dessin pour la Mustang. Bunky Knudsen appela à son aide son designer de l'époque à la General Motors, Larry Shinoda. Celui-ci donnera à la Mustang une allure qui fera immédiatement des envieux et la classera parmi les muscle cars les plus racés. En 1969, chez Ford, tout le monde raffole du look musclé de la Mustang. D'un esthétisme certes quelque peu tape à l'œil et appuyé par des accessoires peu discrets tels les béquets, des roues larges et des bandes blanches latérales, entre autres. Si tout le monde l'adore, ce n'est pas le cas de Larry Shinoda. Larry Shinoda est à l'époque l'un des designers américains les plus cotés. À son départ de la General Motors en 1968, Bunky Knudsen emmène Larry Shinoda à sa suite, afin de le garder près de chez lui, chez Ford, au service des projets spéciaux. Shinoda adorait la Mustang, mais détestait les fioritures superficielles qui ornaient le modèle 69. La voiture était équipée d'éléments aérodynamiques inutiles, comme la prise d'air sur le capot, les pneus n'étaient pas assez larges et de nombreux appendices présents uniquement pour les sbroufs. Larry n'aimait pas du tout ce type de fioriture. Il décida de faire du nettoyage en rendant la prise d'air fonctionnelle, en changeant les roues et en rajoutant des slats à l'arrière. C'est à lui que la Boss Mustang doit être une formidable voiture.
he's the one that really deserves credit, I think, for making the Boss Mustang great. La Mustang de Shinoda est plus propre. Débarrassée de ses gadgets superflus, elle en apparaît encore plus racée. Pour parachever son travail, Shinoda baptise la voiture en employant le nom que tout le monde donnait à Bunky Knudsen, Boss. En même temps que les travaux avançaient sur la carrosserie, la division des moteurs haute performance de Ford travaillait de son côté sur un nouveau moteur développé spécifiquement pour cette voiture. Le moteur qui sort ainsi de l'atelier est digne de la Boss. Le Boss 302 est construit à partir d'un small block avec palier 4 boulons, d'un alésage de 4 pouces et d'une course de 3 pouces. Son vilebrequin tout acier taillé dans la masse fut le meilleur vilebrequin jamais fabriqué chez Ford et pouvait supporter jusqu'à 8000 tours minute. Des bielles plus longues furent équipées de pistons créant un rapport volumétrique de 10,6 à 1 et un arbre à cames méchant agissant sur des poussoirs mécaniques vinrent compléter le tableau. Les culasses Cleveland étaient le détail qui faisait du Boss 302 un vrai monstre. Des soupapes de 59,2 mm à l'admission et de 43,2 mm à l'échappement furent montées. Alimentées par un collecteur d'admission en aluminium surmonté d'un carburateur Olay 780 CFM, les 290 chevaux annoncés par le constructeur constituaient une parfaite sous-estimation. Le 302 prenait des tours avec une telle aisance que Ford, après l'avoir doté d'une transmission 4 rapports quasi parfaite, dut finalement installer un limiteur de régime agissant à 6150 tours par minute, afin de garantir la longévité de l'ensemble. Knudsen avait aussi pour objectif de faire de sa voiture le top en matière de maniabilité. La voiture était conçue pour courir. Elle était munie d'amortisseurs arrière spéciaux, de barres anti-roulis à l'avant comme à l'arrière, de puits de suspension renforcés, d'un spoiler à l'avant et d'un becquet optionnel à l'arrière. Bien entendu, les louvers de la lunette arrière étaient plus esthétiques que fonctionnels, mais aidaient quand même à garder un peu de fraîcheur à l'arrière de la voiture en été. En fait, cette voiture fut créée pour la route, mais elle se révéla parfaitement compétitive en dragster. La Boss 302 avait l'apparence et la vitalité d'un animal sauvage. Le 17 avril 1969, lorsque les fans de Mustang posèrent pour la première fois leurs yeux sur elle, ils surent qu'ils avaient devant eux la crème des muscle cars. La Boss 302 de 69 devint la première voiture de course d'usine à accéder au podium des salons. On pouvait acheter la voiture, la dépouiller de quelques éléments et partir en course. C'était ça l'avantage. On pouvait la faire courir aussitôt au prix de légères modifications. En quelques instants, vous aviez une bête de compétition. Parallèlement au développement de la version ville de cette petite nerveuse, l'équipe de course de la société Ford se pencha sur la conception de quelques modèles de compétition, à même de rivaliser enfin dignement avec les bolides déjà bien installés dans le monde de la course. En 4 ans d'existence, la Trans Am a vu le nombre de fans grandir proportionnellement à l'intérêt des constructeurs pour cette course. En 1968, le titre Trans Am fut remporté par Mark Donohue, au volant de la Camaro Z28 de l'écurie de Roger Penske, aux grandes dames des décideurs de l'équipe Ford. Mais en 1969, Ford fut bien représenté avec 2 équipes de Mustang Boss. L'une placée sous la supervision de Carroll Shelby et l'autre sous la direction de Bud Moore, une des légendes des stock cars. Bud Moore ne voulait pas battre les seuls Camaro, mais aussi vaincre toutes les autres, y compris ses collègues de l'équipe Ford Shelby. Carroll Shelby et son équipe étaient déjà à Laguna Seca à notre arrivée là-bas. Ils nous ont dit « Pour vous, ce sera simple. Vous ne pourrez pas mieux faire que nous. » On n'avait jamais entendu une énormité pareille. Le record du tour était de 1:13, je crois, et nous avons réussi à nous placer dans les 12 secondes. 1:12, c'est ça. Jones a dit qu'il arriverait à s'échauffer rapidement, et chez Shelby, tout le monde a rigolé, jusqu'au moment où on a réussi à terminer le premier tour en 1:11, après quoi on a décroché la pole en 1:09. Ford se taille un confortable avantage, remportant les 5 premières victoires de la saison. 1969 sera l'année d'un affrontement titanesque entre Ford et Chevrolet, à chaque semaine plus riche en rebondissements. La compétition des Mustangs contre les Camaro, et parfois entre les Mustangs elles-mêmes, offre des moments de course d'une rare intensité, difficilement égalée depuis.
À la fin de la saison 1969, au total des points, c'est malgré tout la Camaro qui l'emporte à nouveau, mais avec seulement 14 points d'avance. Frank Fernandez de chez Ford est arrivé un bon jour en pleine course en donnant la consigne de se débarrasser de nos batteries qui pesaient dans les 25 kilos et de les remplacer par des batteries semblables à celles des motos. Et il avait demandé aux gens de chez Ford de créer un nouveau type de batterie. On les a alors installés sur les voitures, certains que ça allait marcher. Et là, on a commencé à faire rentrer les pilotes au stand. Vollmer s'est arrêté, on lui a installé la batterie et soudain, pas moyen de redémarrer la voiture. On a dû le pousser à l'écart et vite lui remettre une autre batterie. Après 2 tours, on a fait rentrer Parnelli pour changer sa batterie et là, même problème. Il a fallu réinstaller une autre batterie sur sa voiture aussi. Et c'est comme ça que l'on a perdu le championnat cette année-là à cause de ces magouilles de batterie. Pendant ces péripéties, à l'autre bout du pays, un autre type de compétition se déroule et dans lequel Ford s'implique énormément. Au milieu des années 60, Ford livre un bras de fer à Chrysler et son moteur EMI 426, un bras de fer qu'elle était en train de perdre. Sa dernière chance, Ford la trouve dans la version simple arbre à cam en tête de son 427. Ce moteur était équipé de 2 énormes culasses hémisphériques, chacune dotée d'un arbre à cam en tête. Une gigantesque chaîne de distribution de plus de 2,40 m serpentait du vilebrequin aux arbres à cam. On a essayé cette mécanique chez Ford et il a couru 1 ou 2 fois avant que la NASCAR nous dise de ne plus le ramener. Après 1 ou 2 ans de débat autour de points de finesse du règlement, les officiels de Ford se fatiguèrent de cette lutte constante et de cette surenchère à la puissance. Ils lâchent soudain leur arme suprême, le Boss 429. Le Boss 429 ne tarda pas à équiper la Ford Torino Talladega, permettant enfin à la marque de rivaliser dignement avec le EMI. Mais il demeurait une ombre au tableau. Selon le règlement NASCAR, on ne pouvait faire courir un véhicule qu'à la condition que ce dernier fût déjà produit en 500 exemplaires minimum. Et on était loin d'avoir produit autant de Torino Boss 429. Qui plus est, ce moteur n'équipait en fait aucune voiture de série. Une fois de plus, au lieu d'un problème, Bunky Knudsen vit là une occasion à saisir. Les ingénieurs de Ford avaient développé ce fabuleux moteur et la question devint sur quelle voiture allons-nous le monter. Il aurait été aisé d'en équiper la Galaxy, mais Bunky Knudsen insista pour qu'il soit destiné à la Mustang. Ce ne fut pas une mince affaire que de livrer 500 Mustang Boss 429, et uniquement dans le but de se conformer aux exigences de la NASCAR. Et encore moins aisé d'adapter ce moteur à la voiture choisie. Mais chez Ford, on se mit rapidement au travail. Les courses de stock car ont toujours été le théâtre de la deux-mesure. Il s'agit également d'un petit jeu, à savoir comment contourner le règlement à son avantage, tout en ayant l'air de le respecter. Et avec le Boss 429, Ford frôlait les limites de l'acceptable. Par le biais de cette mécanique, Ford mettait en avant 10 ans de maîtrise et d'avancée technologique. La marque joua ce va-tout et gagna. Le Boss 429 était le premier moteur de course construit par Ford pour la NASCAR. Ce n'était pas un modèle modifié. Les culasses hémisphériques, le dessin des chambres de combustion, tout était conçu exactement comme on pouvait l'espérer, comme Ford l'avait voulu, et c'est le meilleur moteur de course que Ford ait jamais construit. Il était merveilleux. La version NASCAR du Boss 429 était très polyvalente et capable de grandes performances. Le moteur Big Block était spécialement renforcé et s'inspirait du concept du 383. Il était doté d'un alésage de 4 pouces 36 et d'une course de 3 pouces 59. Et en outre, il présentait un vilebrequin en acier forgé et des bielles forgées NASCAR. Pour obtenir un rapport volumétrique de 13:1, on eut recours à 2 types de pistons qui permettaient une performance sur circuit restreint, en même temps que sur des circuits nécessitant un plus grand nombre de tours par minute. Les soupapes étaient de dimension impressionnante, 60,20 mm pour les soupapes d'admission et 48,25 mm pour les soupapes d'échappement. Les Talladega Boss 429 furent quasiment imbattables cette année-là. C'est David Pearson pour l'équipe Holman Moody qui remporta le championnat conducteur NASCAR 1969. Mais le Boss 429 n'aurait jamais connu la gloire en course si précédemment on avait réussi chez Ford ce que beaucoup ont qualifié de miracle. En effet, sans l'adaptation du moteur au châssis de la Mustang, rien ne se serait passé. Contrairement au Boss 302, les ventes du 429 n'étaient pas censées battre des records. Le nombre de modèles produits ne devait pas dépasser 500. La production en est confiée à la société Carcraft dans le Michigan.
La carrosserie racée de la Boss existait déjà, ainsi que la suspension, l'équipement ayant préalablement été développé pour la 302. En élargissant légèrement le compartiment moteur, en plaçant la batterie dans le coffre et en installant des amortisseurs plus performants à l'avant pour compenser le poids du nouveau moteur, la Boss 429 était prête à sortir de l'atelier. Il ne restait plus qu'à installer la prise d'air sur le capot, à ajouter des monogrammes et adhésifs distinctifs afin que la 429, la plus redoutable des Mustangs, naisse. Les versions villes de la Boss 429, baptisées 820S et 820T, ne différaient pas réellement du modèle NASCAR. Le modèle S était équipé de poussoirs hydrauliques. La T, présentée en 1969, fut elle aussi à ses débuts équipée de poussoirs hydrauliques, avant qu'elle n'adopte la distribution à poussoirs mécaniques de la 429 Super Cobra Jet. Les deux moteurs voyaient le diamètre de leur soupape d'admission réduit et leur rapport volumétrique ramené à 10 à 1. Avec un carburateur Holley 735 CFM, plus petit que le Holley 780 de la 302, la 429 développait alors 375 chevaux. Quand vous voyez passer une Boss avec sa grâce, sa puissance, son look, c'est un spectacle fabuleux. J'ai été propriétaire de Camaro, de Dodge, un peu de tout, mais on vient toujours au Mustang. Elles me rendent cinglé. Alors que l'année 1970 avance, les Mustang Boss connaissent leur heure de gloire sur la scène des muscle cars, sur route et sur circuit. Le moment était venu pour elles de régler définitivement la question des courses en Trans Am. Les Boss Mustang ne connaissent que peu de changements du millésime 69 au millésime 70. On retravailla un peu l'avant et l'arrière et on revint à une configuration à deux optiques. Et on décora la 302 de façon différente. La prise d'air sur le capot injectait de l'air froid dans le moteur à haut régime, régime que les Boss 302 ne quittaient quasiment plus, surtout les voitures issues des ateliers de Bud Moore. Cette année-là, Ford décide de présenter un team de deux voitures pour la Trans Am. Et c'est ainsi que l'on vit concourir les Mustangs de Moore aux côtés de celles de Parnelli Jones et George Follmer. Parnelli était un pilote de course classique. Il connaissait sa technique. Une anecdote en passant. Il avait surnommé McDonough et ses autres concurrents les losers. Il disait « c'est pas des losers qui vont me devancer ». Et il le disait assez fort pour que Mark et les autres l'entendent bien. L'année 1970 se conclut par une victoire complète des Mustangs dans le championnat. Et les fans purent se satisfaire d'avoir assisté à l'une des plus brillantes saisons de l'histoire de la Trans Am. Pendant que les Boss 302 triomphent dans la catégorie Trans Am, les Boss 429 continuaient à accueillir la version shotgun du 429. Après la fabrication de 852 de ces voitures en 69, la production ralentit pour n'en voir sortir que 505 l'année suivante. Ce qui, bien entendu, ne facilitait pas l'accessibilité du grand public à ces voitures. Mais plusieurs milliers de jeunes Américains profiteront quand même de l'occasion de piloter une Boss 429 grâce à un programme particulier mis en place par Ford et quelques autres constructeurs. Alex Strand était avocat de profession et champion de Superstock. Il n'allait pas tarder à s'investir d'une mission toute particulière. De nombreux soldats, démobilisés à leur retour du Vietnam, mouraient au volant de voitures qu'ils n'étaient pas à même de piloter. On leur revendait des voitures à 3 500 $, qui développaient 425 chevaux, et au final, ils s'envoyaient dans les décors sur l'autoroute. Et au lieu de recevoir la compassion des gens, on ne faisait que les critiquer davantage. Ça m'a toujours semblé aberrant. And instead of being sympathized or given help, these guys were criticized. The whole thing seemed out of whack to me. Strand et un groupe de ses amis créèrent la United States Performance Team, persuadant dans la foulée la société Ford de prendre part à une tournée de conférences au Vietnam avec une véritable caravane de véhicules haute performance afin de promouvoir la sécurité routière auprès des militaires. Il nous fallait développer une voiture et concevoir une présentation de règles de sécurité de façon claire, simple et acceptable par les soldats. On se disait que grâce à nos statuts de pilote de course, les soldats nous écouteraient. Très vite, l'idée d'Strand et de ses partenaires fit son chemin, et les Marines souscrivèrent au programme.
À la base, le gouvernement ne subventionna rien du tout. Nous avons réussi à obtenir un financement intégral de nos sponsors. On avait surtout besoin d'une voiture qui supporterait les rigueurs de la tournée. Il nous fallait une voiture unique, une voiture comme personne n'en avait jamais vue auparavant et qui attirerait l'œil. C'est comme ça que nous est venue l'idée d'employer la Boss 429. La Boss Dextrand parcourait les 400 mètres en 8 secondes. Ils se servirent de toutes les surfaces goudronnées imaginables pour les démonstrations devant les GIs, des aérodromes aux pistes d'atterrissage d'hélicoptères. On faisait nos démonstrations où l'on pouvait, sur des porte-avions, sur une base aérienne à Okinawa. C'était des endroits qui attiraient bien l'attention. Et quand on avait capté leur attention avec ces impressionnantes démonstrations, on savait que l'on pouvait alors faire passer le message sur la sécurité routière. Après avoir passé tant de mois loin de leur pays, la chance d'approcher une bonne vieille muscle car était pour les GIs un excellent remède à la mélancolie. Nous donnions notre conférence dans un hôpital, dans le service où des soldats venaient de se faire amputer. Nous avons amené la voiture dans la cour et les gars se sont levés avec leurs béquilles, se sont traînés comme ils ont pu. D'autres ont été portés afin de pouvoir descendre dans la cour et approcher la voiture. J'ai réalisé combien les moteurs et les voitures étaient importants aux yeux de ces jeunes Américains. La tournée Dextrand et de ses partenaires dure 3 ans et les emmène en Asie, des sites les plus modernes aux endroits les plus retirés. Les coureurs offrent à chacune de leurs représentations une performance irréprochable et font rêver les soldats de leur pays natal. Aujourd'hui, Alex Trent continue de piloter une des 2 429 conduites à l'époque par les membres de la tournée. L'autre véhicule a été détruit lors d'un déplacement à l'étranger. Parfois, il lui arrive de rencontrer quelqu'un qui a assisté à l'une de ses présentations. Il nous était facile de se lier avec chacun de ces gars. La Mustang représentait pour eux le rêve, et face à ça, on avait une crédibilité totale. On n'a jamais eu de problème. Et la voiture est bien celle que nous avions avec nous en tournée. Elle est restée intacte. Une impression aussi indélébile ne peut être laissée que par un véhicule d'exception. Les Mustang Boss étaient bien de ce type de voiture, et on peut dire que cette impression persiste aujourd'hui. Au cours des 2 années de production de la 302 et de la 429, Ford a tenu le haut de l'affiche, remportant la Trans Am. Ford a également cultivé l'allure élégante de la Boss en développant ses capacités de muscle car en course. Et grâce à des pilotes comme Alex Trent, la Boss est entrée à la fois dans l'imaginaire collectif de toute une nation et dans l'histoire de l'automobile. De ces 2 ans d'expérience, on peut dire qu'il subsiste de magnifiques traces. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel épisode de Muscle Cars. Et surtout n'oubliez pas, ne les envoyez pas à la casse, mais restaurez-les.